Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire pour notre Info Data Day 2020. Alors pour rappel, vous êtes actuellement sur la plateforme Microsoft Teams en mode live stream et vous n'avez donc pas accès à vos micros et caméras, mais vous pouvez réagir à tout moment grâce au chat à droite de l'écran. Donc je vous invite dès maintenant à entrer votre nom ou pseudo dans l'espace dédié à bas à droite, ce qui nous permettra de vous identifier pour vos éventuelles questions. Donc, vous constaterez également que vous avez deux onglets, donc en vedette, qui regroupent toutes les questions posées par l'ensemble de l'auditoire, et mes questions qui regroupent vos propres questions. Donc, celles-ci seront publiées à l'ensemble de l'auditoire au fur et à mesure que vous les enverrez, et nous y répondrons tout au long de la présentation. Alors, merci à tous d'être présents. Merci également à Daniel Brice et Vincent Delesse de nous aider à répondre à la question du jour, qui est la suivante: comment s'adapter au télétravail et être efficace à distance? Alors, sans plus attendre, débutons maintenant avec Daniel. Alors, Daniel, hop, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. D'abord un petit ressenti. Ça fait très, très spécial et particulier de me retrouver le jour de l'Info Data Day, donc le 3e jeudi du mois de novembre, jour du Beaujolais, et de me retrouver en fait dans mon bureau et de de pouvoir vous parler à travers vidéoconférence depuis mon bureau. Je pense que jamais je n'aurais cru un jour le faire. Mais voilà, la situation est telle qu'elle est et je prends du plaisir à vous parler, même si votre présence physique dans une salle me manque beaucoup, parce que c'était un moment qui était très agréable et que j'appréciais tout particulièrement, le contact, le visuel de chacun d'entre vous. Et donc, voilà, les circonstances font que on a décidé de faire un Info Data Day, de le faire autrement, tout simplement. Et voilà, donc voilà, je suis content de pouvoir parler, de pouvoir exprimer certaines choses aussi, et de vivre avec la situation que nous vivons. Voilà, de voir qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, j'ai pour habitude de toujours choisir une phrase qui me sert d'introduction à la conférence Info Data Day. Les phrases, en fait, quand j'essaie de trouver une phrase, c'est pas que je cherche des choses dans des listes de phrases ou quoi que ce soit, ou des proverbes ou ce genre de choses, mais il y a parfois des phrases, quand je les lis, qui me font écho, en fait. Donc, et c'est très souvent avec le vécu qu'on a, les moments présents ou passés, peu importe, mais ce sont des choses qui font écho à l'intérieur. Chacun a sans doute ses phrases qui lui font écho, mais voilà, moi j'ai les miennes. Et aujourd'hui, j'avais hésité entre deux phrases, et tout compte fait, j'ai décidé de les mettre toutes les deux. Donc voilà, je décide aujourd'hui de vous proposer deux phrases du jour, pas une, mais deux, et qui sont séparées de, de 2000, presque 2500 ans, parce que la première, elle a été, elle a été écrite par Socrate, qui est je n'ai pas les dates par cœur, mais c'est un des premiers philosophes qui est plus ou moins 500 avant Jésus-Christ. Et la deuxième est une phrase de Henri Poincaré, qui est quelqu'un pas très loin, qui est né pas très loin d'ici, parce qu'il est né à Nancy, en fait, et qui est du siècle passé. Et lui, qui était plutôt mathématicien, physicien, mais aussi philosophe. Donc, en fait, on a deux phrases ici, on va dire, de personnes qui sont philosophes, et je trouve toujours intéressant la philosophie. Alors, la première de Socrate qui dit: la chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où on est tombé. Donc cette phrase, elle me fait écho parce que, effectivement, pendant tous les moments que nous sommes en train de vivre pour l'instant, et si on ouvre les journaux, si on ouvre la télévision, les médias, la radio, etc., et si on est en discussion avec des organisations économiques, etc., on est dans une période effectivement où il y a des chutes de quelque chose. Il y a des chutes, que ce soit de chiffre d'affaires, des chutes de carnet de commandes, des chutes de morale chez des personnes
de motivation chez des gens, des choses comme ça. Il peut avoir tout genre de choses. C'est tout à fait légitime par rapport au moment que nous vivons, parce que nous n'en avons pas l'expérience, en fait. C'est la première fois qu'on est confronté à des événements comme ça, et c'est tout à fait logique, quoi. Mais, là, dans la deuxième partie de la phrase, c'est que l'échec, c'est en fait de rester là où on est tombé. Donc ça veut dire que c'est plutôt l'immobilisme qui est un échec. Et donc, ça veut dire que si on tourne la phrase à l'envers et qu'on dit, bah, ça veut dire que si je bouge et que je ne reste pas là où je tombe et que je crée du mouvement, ça veut dire que ce n'est pas un échec. Donc il faut le regarder, pour moi, dans ce sens-là, qu'il faut bouger, qu'il faut faire des choses qui sont complètement différentes. Mais surtout, ne pas rester là, ne pas rester où on est en attendant peut-être, je ne sais quel miracle, que ça va revenir comme avant, ce genre de choses. Je n'y crois pas. Mais en tout cas, il ne faut pas rester où on est et il faut bouger. Ok. Et ce sont des décisions que moi-même et toute mon équipe, on a décidé dès le début du confinement, le 16 mars, d'accueillir ce qui arrive et d'en faire quelque chose, de repenser, de dire, mais on va être, ne peut-on pas construire un autre monde? Voilà, ça c'est important. Mais pour construire, parce que face à des situations qu'on ne connaît pas, que c'est la première fois qu'on est confronté à des situations comme ça, donc on est un peu dans l'inconnu, c'est très difficile. Et dans la deuxième phrase, il est dit, c'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Ça veut dire qu'on peut avoir plein de paramètres qui vont prouver des choses. On peut avoir des statistiques mathématiques et tout un tas de choses qui prouvent des choses, qui peuvent prouver qu'il y a des chutes, qui peuvent prouver qu'il y a tout un tas de choses qui se passent. Et ces preuves peuvent griser le monde ou l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Mais je crois en une chose qui est plus forte que ça, plus forte que les logiques et les chiffres. C'est l'intuition. C'est-à-dire qu'on est confronté à quelque chose, on sait qu'il ne faut pas rester où on est, on sait qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi vu qu'on n'a pas d'expérience. Et personne n'en a. Donc au moins de ce côté-là, on est tous logés à la même enseigne. Mais il y a une chose dans laquelle je crois, et je crois vraiment énormément, c'est l'intuition. L'intuition qui peut nous aider à trouver des choses. C'est-à-dire que l'intuition, ce sont des choses qui viennent de l'intérieur. Ce sont des petites paroles qui sont à l'intérieur de nous, dans notre tête, ou peu importe, qui nous disent, qui nous soufflent des choses ou quoi que ce soit, mais qui peuvent être des forces vraiment, vraiment très, très fortes. Dans des situations comme ça, je crois, en tout cas c'est comme ça pour moi, j'essaie d'écouter, de m'écouter, pour essayer de voir un peu, mais vers quoi le vent me guide, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vent, mais il y en a, et ça s'appelle l'intuition, et il faut essayer d'apprendre, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, d'apprendre à écouter et d'aller chercher ses intuitions pour trouver des solutions, pour trouver où aller, pour avancer, en fait. C'est ça qui est important, très important pour moi. C'est pour ça que j'ai mis ces deux phrases qui sont séparées de presque 2500 ans, mais j'ai trouvé qu'en fait, en les lisant, qu'elles me faisaient écho et qu'une avait quelque chose avec l'autre, même si elles sont séparées d'autant d'années. En tout cas, je trouvais que c'était des choses importantes, quoi. Donc je n'ai pas à chacun de trouver ses phrases, hein, à chacun de trouver ses moteurs pour qu'il avance, etc. C'était juste pour vous faire part de choses que je ressens et qui viennent de l'intérieur et qui me parlent. Voilà. Ce qui est important pour moi, enfin quand je dis moi, c'est moi et toute l'équipe Infodata, c'est d'avancer. C'est vraiment, vraiment d'avancer, d'accueillir la situation qui se passe et d'en faire quelque chose, d'en faire vraiment et d'avancer autrement. Sans doute dans une autre direction qu'on n'aurait peut-être pas choisie, mais c'est d'avancer, c'est important. Surtout, jamais rester sur place, parce que rester, comme dit Socrate, c'est un échec. Donc ça, c'est très, très important pour moi. Donc voilà, c'était mes deux petites phrases du jour en introduction. Voilà. Maintenant, je vous laisse, avec Vincent dans la suite de la présentation et de la conférence d'aujourd'hui. Et je vraiment vous remercie d'être présent et de nous faire confiance. Ça, c'est important. Et on a vraiment besoin de vous dans le contact, dans les relations qu'on nourrit entre vous et nous. C'est vraiment important, nos relations, quoi. Voilà. Merci et très bonne journée à tous.
Très bien. Merci Daniel pour cette belle introduction. Alors, continuons maintenant avec Vincent Delance, notre account manager, qui va nous donner ses conseils pour parvenir à un travail à distance en toute efficacité. Alors, Vincent, nous t'écoutons. Voilà, merci. Merci Sylvia, merci Daniel et merci à tous d'être présents. Première partie est très rapide d'introduction, c'est un petit peu comment ce qu'on a vécu nous chez Infodata d'un point de vue plus pratique, cette crise depuis le mois de mars. Bon, on a l'avantage d'être une société informatique, donc d'avoir certains moyens qui sont déjà existants pour pouvoir justement faciliter la collaboration et à la fois le télétravail. Certains le pratiquaient déjà en partie, pas autant, mais en partie chez Infodata. Donc ça a été une adaptation, je dirais, relativement facile, si je peux dire, et rapide. Voilà. Maintenant, c'est clair qu'il y a eu un rush, si je peux dire, de tout ce qui était intervention technique pour des configurations VPN chez nos clients, toute la partie sécurité aussi à mettre en place pour pas non plus trop ouvrir rapidement sans sécurité. Voilà, on a dû s'adapter à la gestion de projet. Les réunions qu'on avait avec des collègues de manière conviviale dans une salle de réunion avec nos clients ont été tout autres, de manière beaucoup plus virtuelle comme maintenant. Des nouveaux outils de communication aussi qu'on a dû adapter. Je pense notamment, on a eu la chance de changer la centrale téléphonique il y a un peu plus d'1 an de ça. C'est quelque chose qui était déjà en place pour pouvoir prendre des appels sur son GSM ou sur son PC portable à distance. Donc ça, c'est une chance qu'on avait déjà cette solution-là. Et c'est clair, voilà, beaucoup plus d'interventions, des sociétés aidées pour la transition au télétravail, beaucoup de tickets et autres créés aussi SAV pour les demandes de VPN. Il y a eu un gros rush à ce niveau-là. Voilà. 70 sociétés soutenues dans les divers changements législatifs. Là, on parle plus de la partie Salarix qui ont dû faire face à énormément de mises à jour sur leur partie au niveau de tout ce qui était salaire et cette législation-là. Donc voilà, ils ont eu du travail aussi. Alors, les outils pour être efficaces à distance, je dirais qu'il y a 3 types d'outils. Il y a réellement des outils qui sont externes, qui ne sont pas créés par Infodata, mais qui sont parfois très bien, et on ne va pas réinventer une roue si elle existe autre part. Donc, de cette là, on utilise plutôt des solutions qui sont existantes sur le marché. Notamment Microsoft Teams, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que maintenant vous connaissez, qui est une plateforme de collaboration en ligne. On l'utilisait déjà juste avant le confinement, et puis forcément l'utilisation en interne c'est hyper développé suite au confinement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait quoi Microsoft Teams, ça aide beaucoup dans la gestion de projet, gestion d'équipe. Ça vous permet de créer des équipes avec tous les fichiers nécessaires au travail. Alors une équipe peut être basée sur un tel projet, un tel chantier. Tout dépend de comment on implémente ça chez vous et comment est-ce qu'on peut configurer ça et comment est-ce qu'on veut le structurer. Mais c'est la base du travail en équipe, donc avec le partage de documents, le partage de données, et centraliser l'information d'un projet dans un espace, quoi. Il y a toute la partie conversation, ça c'est le chat simplement, vous devez discuter avec un collègue en interne, parfois même en externe, et c'est pareil pour les projets, on peut inviter des externes à Teams et à utiliser Teams, d'ailleurs on le fait ici avec une fonctionnalité de live stream. Voilà, ça permet de communiquer et de bypasser quelque part les emails en interne. Ils sont pas finis, mais ils sont quand même nettement réduits vis-à-vis de l'utilisation de Teams. Donc les vidéoconférences, visioconférences et live stream, ce qu'on utilise ici pour le webinaire, visioconférence, voilà, c'est quand même un outil qui est, quand on a été tout le monde confiné chez nous, et le fait de voir les gens en vrai, voilà, ça apporte quelque chose de plus chaleureux et de plus sympa à la discussion, que ce soit entre collègues et aussi entre clients. Alors, ce que ne fait pas Microsoft Teams, et ça, il faut quand même bien avoir conscience pour ne pas vouloir tout faire avec un même outil, si c'est pas le bon outil, ça sert à rien. Ça remplacera pas une messagerie professionnelle telle qu'un serveur Exchange et un Outlook, ça vient en plus. Au niveau de la gestion des accès, ce ne sera jamais c'est une gestion d'accès facilitée. Teams est prévu pour que la prise en main soit facile, tant au niveau administrateur que end-user. Donc la gestion des accès, il y en a une, mais elle est relativement basique. On n'aura jamais une action des accès et des policies
tel qu'on a sur un Active Directory, un serveur Windows local, voilà. Enfin, local ou cloud, mais sur un serveur Windows dédié, quoi. Et ça ne fait pas non plus bibliothèque d'entreprise, et ça, c'est un sujet qui est quand même super intéressant quand on parle de collaboration, de partage d'informations, etc. Vous connaissez peut-être un petit peu les wikis, les sites d'entreprise. Là, on parle réellement d'une fonctionnalité qui est plus de SharePoint, d'avoir un portail sur lequel les collaborateurs vont trouver l'information l'information de personnel au niveau RH sur telle fonction, tel numéro de téléphone, les adresses, etc. Aussi sur les nouveaux arrivés, sur les nouveaux outils, Infodata. Donc ça peut être tant en interne que éventuellement avec des accès externes. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place chez Infodata, mais comme un serveur Exchange, comme un serveur Windows Server, c'est des choses qu'il faut apprendre et il faut rentrer dedans et aller dedans. Voilà. Microsoft Teams, ça, je vous l'ai mis juste pour info, c'est pas vraiment la peine qu'on en discute beaucoup ici, mais forcément, c'est une fonctionnalité qui peut être soit gratuite par Microsoft, dans le cas où on se limite à certaines fonctionnalités très, très basiques, ou alors ça fait partie de tout ce qui est Office 365 qui ouvre un peu les portes aux solutions cloud de Microsoft. Hein, c'est tout ce qui est Azure, etc. On rentre un peu dans ce schéma-là, mais il y aura un webinaire dédié pour ça au niveau de tout ce qui est solution cloud prochainement. Alors, j'ai dit qu'il y avait des outils externes à Infodata. Celui qui était le numéro 1 et qui est le plus utilisé en tous les cas chez nous et chez beaucoup de monde, c'était Teams. Il y a aussi toute une série d'outils web qui sont en lien avec Integrix, qui ont été développés dernièrement, depuis déjà quelques années. Le gros avantage de tous ces outils web-là, c'est que ça ne demande pas de connexion VPN sur votre base de données Integrix. On va accéder directement, par exemple, à certains outils. Donc, on parle d'Integrix Ticket, Planning, Rapport, il y en a d'autres, pour justement avoir une interface sans VPN, avoir une interface qui est pensée un petit peu plus pour l'utilisateur, c'est la user experience, comme disent mes collègues au niveau design, une prise en main facile. C'est accessible, tant que vous avez une connexion à Internet, c'est accessible de n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support. Voilà, c'est réellement quelque chose qui est pratique, ça fait une partie du travail. L'utilisation d'une technologie Angular développée par Google, on se base sur quelque chose qui est solide. Et certains outils, attention, c'est pas tous, la plupart sont tous en lien avec une base de données derrière, forcément, mais certains outils sont autonomes. Voilà, ça, il faut bien faire la distinction entre les deux. Au niveau d'Integrix Ticket, pour ceux qui connaissaient les SAV chez Infodata, c'est clairement ce principe-là où vous allez pouvoir rapidement et de manière très fluide gérer vos statuts au niveau de tout ce qui est ticket, afficher des listes détaillées, classer vos tickets avec des filtres, la gestion par présélection. Voilà, à partir du moment où vous avez ce module-là, chaque utilisateur est libre de le configurer un petit peu comme il a envie. Voilà. Donc, Integrix Planning, le nom en dit déjà beaucoup. Ça permet de gérer tout son planning, de voir les différents membres d'une équipe, de déplacer des tâches avec simplement des drag and drop, avec des vues différentes, jour, mois, semaine, avec la gestion des états, et tout ça est quelque part en lien avec tickets, SAV et autres, quoi. Les rapports de journée aussi, je ne sais pas si on a plusieurs clients qui effectuent des rapports de journée avec la suite Integrix. Il y a un module web qui permet de faire ça. Vous rentrez chez vous après une visite client ou autre, ça permet d'encoder directement son rapport de journée, quoi. Et les autres membres de l'équipe peuvent y accéder. Ça peut être synchronisé avec tout ce qui est Always On pour les véhicules. Donc voilà, c'est aussi possible. Alors, outil mobile de la suite Integrix Pointage, ça c'est une application son gros avantage c'est qu'elle peut totalement être autonome en lien avec le RP Infodata, mais c'est simplement du pointage au niveau quand vous commencez, quand vous arrêtez de travailler, etc. Le gros avantage, connexion multiplateforme, vous pouvez être localisé, donc voilà, ça, il y aura un webinaire dédié pour tout ce qui est application mobile au niveau d'Infodata. On rentrera plus dans le sujet
lors de ce webinaire-là. Integrix Note de frais, c'est une application qui est en lien avec Accountix au niveau comptabilité. Là, c'est clairement pour faciliter et gagner en temps, éviter le double encodage de notes de frais. Donc voilà, c'est un petit portail sur lequel vous connectez, vous encodez, vous scannez vos tickets de restaurant, station de service ou autre, et ça permet de les inscrire directement dans la comptabilité, avec aussi des validations. C'est pas directement retranscrit dans la compta de votre société, mais c'est après validation par X personnes ou par une personne, c'est imputé dedans, et il y a un réel suivi à ce niveau-là. Voilà. C'est multi-plateforme, multi-société, multi-devises, conforme au GDPR, etc. Voilà. Alors un peu de fun, parce que quelque part dans la partie confinement, il y a aussi l'humain et les relations humaines entre collègues, tant privé qu'entre collègues, je vais dire. Et donc on a eu deux choses. Il y a eu tout ce qui était Random Coffee, c'est basé ça sur réellement Integrix, où voilà, on avait un message comme quoi on pouvait prendre un café avec un tel ou un tel. Donc dans ce cas-là, on l'appelait simplement sur Teams et on discutait comme si on était au café, à la cuisine, chez Infodata, pour prendre des nouvelles, et on s'est rendu compte que finalement on a parlé avec des gens qu'on ne parlait pas d'habitude, ce qui était assez sympa. Et deuxième chose, c'est l'illustration n'est pas les Random Coffee, vous voyez certaines bouteilles verres, etc. Deuxième chose, c'est qu'on a fait quelques e-apéros en interne au niveau d'Infodata, et plutôt les vendredis fin de journée. Ça, c'est plus trop café. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Peut-être, Vincent, qu'on peut revenir éventuellement sur la partie Microsoft Teams et rappeler quelle est la différence entre la formule gratuite et la formule payante. Donc la différence entre la version gratuite, comme je l'ai dit, elle est vraiment limitée à la conversation, du chat, du partage d'écran, et ça se limite plus ou moins à ça. Si on veut l'intégrer en entreprise, les versions payantes sont idéales dans le sens où on a une gestion des droits par utilisateur. Donc il y a réellement un administrateur qui peut et qui a une vue sur ce qui se passe aussi et ce qui est changé comme type de fichier, comme fichier dans Teams. Et quelque part, les versions payantes permettent d'échanger plus facilement tout ce qui est fichier. Le OneDrive, par exemple, est un service qu'il faut pour que le partage de fichiers fonctionne. C'est pareil avec SharePoint, c'est pareil avec les réunions directement planifiées dans Outlook. Donc il y a toute la partie admin et surtout la synchronisation avec éventuellement une infrastructure locale, cloud, Office existant ou pas, pour que ça fonctionne bien. Le but n'est pas de mettre quelque chose qui ne soit pas en lien et synchronisé avec l'infrastructure globale de chaque client. Mais ça, c'est après au cas par cas qu'on peut décider de faire ou non. Ok, très bien. Bien, écoute, nous n'avons pas d'autres questions. Je pense qu'on peut continuer sur la deuxième partie. Et deuxième partie, c'était la sécurité informatique en télétravail. Parce qu'on parle beaucoup on a parlé beaucoup d'ouvrir les portes. On l'a vu aussi dans les banques à Luxembourg, etc., qui ont dû rapidement se retourner et trouver des solutions pour ouvrir l'infrastructure, les réseaux, les ressources, les bases de données vers l'extérieur. Voilà, il y a toute la question de comment vous connectez. Et la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est sur quel appareil vous connectez. La distinction doit être faite entre un appareil professionnel et un appareil qui serait totalement privé. Voilà. Est-ce que vous appliquez les mêmes règles de sécurité? Quand je parle de règles de sécurité, c'est tout ce qui serait antivirus sur le PC sur lequel vous travaillez. Par exemple, avec tout ce qui est données aussi, est-ce que l'usage privé-professionnel, vos données sont bien séparées? C'est important. On est de plus en plus mobile avec des appareils, que ce soit portables ou autres. Quid dans le cas où vous avez un vol, etc. C'est chiffré, les appareils. Ça peut se faire entre guillemets sans frais, du moins le logiciel pour le faire est inclus dans la plupart des systèmes d'exploitation. Windows, c'est BitLocker. Ça vous permet, au moins, votre disque il est crypté, il ne sera pas accessible, quoi. BitLocker dans Windows et 5V au niveau d'Apple, c'est à faire. Et d'expérience, on le voit bien que sur la majorité
des devices end-user, c'est pas fait. Voilà, c'est absolument pas le cas. Et en tant que, plus au niveau rôle d'IT, dans votre entreprise, c'est aussi de garder quelque part l'accès aux données et de savoir qui fait quoi de chez soi avec les différentes données de votre entreprise. Ça, c'est important. Donc, au niveau protection réseau VPN, ça, je vous l'ai dit, la petite statistique au niveau... c'est une statistique française, le Luxembourg n'est pas repris dedans. Maintenant, c'est clair que ça a été pareil au Luxembourg. Il y a eu une véritable explosion de tout ce qui était connexion VPN depuis le mois de mars, et ça ne diminue pas spécialement, ça reste plus ou moins stable. Et quelque part, voilà, il y a la connexion VPN vers votre entreprise, mais il y a aussi votre environnement chez vous. Je ne parle pas du fait que vous soyez bien assis chez vous, ça ne me regarde pas, mais vous vous connectez sur votre routeur ou sur un Wi-Fi public, sécurisé, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose à réellement prendre en compte dans l'organisation et dans le fait qu'on a dû switcher rapidement et de mettre tout ça en place, quoi. Voilà. Alors, un mot de passe, c'est comme un slip, ça ne se donne pas à un inconnu, ça se change régulièrement, ça ne se laisse pas au bureau. Quelque part, c'est un peu universel, ça. On le voit, on ouvre beaucoup de choses vers l'extérieur avec tout ce qui est Office 365, le cloud, etc. Donc, on permet d'accéder à des ressources de l'entreprise de l'extérieur. C'est facilement, enfin, c'est une aubaine forcément pour tout ce qui est pour les cryptolockers, ransomware et pirates informatiques. Donc, la première chose à faire avant d'ouvrir, c'est de réellement vérifier et peut-être changer votre mot de passe pour avoir un mot de passe puissant. Un mot de passe, on a déjà vu de sessions TSE ou autres qui sont trop simples. On ne peut plus se le permettre à l'heure actuelle parce que ce sont des grosses failles de sécurité et c'est pas un antivirus ni un firewall qui vous aidera à résoudre ces problèmes-là. Il faut le changer, c'est tout. Donc voilà, quelques conseils, c'est utiliser un mot de passe puissant, réutiliser jamais les mots de passe, utiliser uniquement des sites sécurisés, voilà, c'est des règles basiques, mais quelque part qui sont pas forcément tout le temps appliquées. Petit site que vous pourrez aller voir, securemypassport.net, j'ai fait le test avec 3 mots de passe différents, qui sont de plus en plus complexes. Vous voyez quand même les résultats, en combien de temps ils sont cryptés, ils sont trouvés par un PC. C'est un mot de passe qui fait quand même 6-7 caractères et trouvé en 1 seconde. Si on rajoute une majuscule, c'est un peu plus long. Si on met un caractère, un ou plusieurs caractères spéciaux, voilà, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus costaud au niveau de son mot de passe. Alors, il y a des solutions à ça. Bon, en dehors de le changer et d'appliquer les quelques règles qu'on vient de voir, il y en a une qui est d'activer l'authentification à 2 facteurs. La double authentification, on le voit de plus en plus sur toutes les consoles d'administration, sur des passes administrateurs, etc. Une double authentification est de plus en plus utilisée. Les banques utilisent ça. Enfin voilà, c'est ce qui va arriver et c'est ce qui arrive déjà. Et c'est facile à mettre en place sur pas mal de solutions, tant au niveau des connexions VPN, Sophos et autres, c'est des choses qu'on peut faire facilement. La double authentification, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense que vous avez déjà tous eu ça, même que ce soit d'un point de vue professionnel ou privé, c'est simplement que vous avez votre login, vous avez votre mot de passe, jusque-là vous connaissez, mais vous avez un troisième champ à remplir qui est une authentification, un code, vous allez recevoir soit par token, par exemple LuxTrust, ça fonctionne comme ça, soit via SMS, soit via mail, soit via une application que vous installez sur votre GSM. Voilà, mais ça confirme votre identité. Après, il y a des solutions de générateur de mots de passe, c'est pour ceux qui auraient du mal à trouver un mot de passe fiable, gestionnaire d'accès, pour justement garder tous ces mots de passe-là enregistrés, etc. Priorité sur la partie mot de passe complexe, double authentification et éventuellement les autres options après, ça peut être fait. Alors je vous laisse quelques minutes, secondes pour lire la petite phrase qui est là. Voilà. C'est simplement pour vous dire au niveau de tout ce qui est spam phishing que
les hackers, pirates et autres utilisent les faiblesses humaines. Vous avez vu dans la slide juste avant qu'on qu'on utilise l'humain et les réactions. Et ça, que ce soit en télétravail ou au bureau, et ça peut parfois s'accentuer en télétravail, les réactions ne sont pas les mêmes et on ne les contrôle pas forcément. Donc, soyez toujours attentifs parce qu'on a vu une montée depuis septembre, octobre de tout ce qui était ransomware, CryptoLocker, etc., qui transite toujours de la même façon via des emails. Donc voilà, méfiez-vous des messages suspects, vérifiez les liens, vérifiez les sources. Une urgence coronavirus, c'est pas forcément quelque chose qui est important et qu'il faut ouvrir et cliquer directement dessus. Donc ouais, faites attention. Il y a des solutions qui existent pour ça. La première, c'est de communiquer. Voilà, soucier des autres. Si quelqu'un reçoit quelque chose à une information partagée, de la partager sans forcément transférer l'email, mais informer ses collègues. On a fait plusieurs campagnes de sensibilisation, même chez Infodata, de sensibilisation des utilisateurs. Donc, c'est une petite solution qui permet d'envoyer à tout votre personnel, pour autant qu'ils aient une adresse mail. On configure, c'est un simulateur d'attaque de ransomware. Donc, ils vont recevoir un email, sauf que ce sera une fausse attaque. Et ça permet de voir justement, d'éduquer les gens, de voir peut-être qui a cliqué, sans vouloir réprimander, mais expliquer les raisons pourquoi, et finalement voilà, sensibiliser les utilisateurs et faire en sorte que les gens soient mieux informés sur ce genre d'attaque-là. La deuxième chose, c'est la protection endpoint intelligente. Protection endpoint intelligente dans le sens où, j'explique toujours ça comme ça, on a connu tout ce qui était antivirus, on a connu tout ce qui était, et on connaît toujours tout ce qui est antivirus et firewall maintenant, et on arrive depuis quelques années sur des antivirus intelligents. Donc on se sert de l'intelligence artificielle et des moteurs d'intelligence artificielle pour analyser en permanence votre serveur, votre PC. Et si un changement, par exemple des fichiers qui se font renommer, etc., est fait sur votre PC et est détecté, ça bloque un antivirus standard ou un firewall. Voilà, si l'action de l'humain a été faite de cliquer et de lancer le soft, ça bloquera pas. Voilà, il n'y a pas d'intelligence qui dit tiens, il y a quelque chose de bizarre qui se passe sur mon poste. Voilà, donc ça c'est des solutions. Les antivirus sont progressivement migrés sur des versions d'antivirus avec un moteur d'intelligence en plus. Voilà. Donc communiquer, ça voilà, je dis, c'est se soucier des autres, c'est important aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie. Eh bien, écoute Vincent, je pense qu'on peut peut-être revenir sur le premier point lorsqu'on parlait justement des ordinateurs qui étaient utilisés, des ordinateurs privés utilisés à des fins professionnelles. C'est vrai qu'il y a une statistique en France, donc on reste sur un pays français, mais ça peut être une indication aussi pour le Luxembourg, c'est que 9 personnes sur 10 utilisent justement leur ordinateur privé à des fins professionnelles. Donc c'est un chiffre qui est un peu effectivement inquiétant. Maintenant, on suppose que ces 9 personnes sur 10 peut-être utilisent leur ordinateur personnel pour des fins occasionnelles, hein, c'est pas régulier, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui est un peu inquiétant. Maintenant, quand on voit le nombre de connexions, VPN ici au Luxembourg, c'est quand même plus rassurant, quoi. Sinon, merci Vincent pour ta présentation. Merci également Daniel. Merci à Pascal qu'on ne voit pas mais qui est en support et qui assiste en cas de juste intervenir 2 secondes. Une petite précision concernant nos solutions mobiles. Donc, elles sont de plus en plus aussi fonctionnelles sur iPhone, ce qui était un petit peu un problème il y a quelques temps, mais maintenant, donc, ça fonctionne et sur Android et sur iPhone. Voilà ma petite remarque. D'accord, très bien, merci Pascal. Alors, je rappelle que Vincent, effectivement, est disponible juste après le webinaire. Si vous souhaitez détailler certains points, n'hésitez pas. Sachez également qu'on vous transmettra la présentation PowerPoint par email. Et également, nous avons d'autres webinaires de prévus, à savoir le 3 décembre sur l'optimisation de votre infrastructure informatique grâce au cloud, qui sera présenté également par Vincent Delesse. Le 10 décembre sur un topo de toutes les nouvelles solutions mobiles développées cette année. Le 17 décembre, avec le lancement officiel de notre ERP Integrix SIP, vous aurez l'occasion ici de découvrir ces nouveautés d'un point de vue technologique, ergonomique, mais également design. Et enfin, la dernière date, donc le 14 janvier, sur les nouveaux outils comptables pour votre gestion à distance.
Donc, si vous voulez vous inscrire, rendez-vous directement sur le site internet ou alors directement sur la page infodata-group.eu/inscription. Du coup, voilà, écoutez, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. On vous remercie tous d'avoir été présents. Merci également pour votre fidélité. Surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la crise sanitaire n'est pas un frein à la créativité. Et si on peut vous donner un conseil, c'est surtout aussi de suivre votre intuition, comme l'a précisé également Daniel en introduction, parce que nous avons parfois des signes qui nous font prendre des directions et il faut savoir les écouter. Donc, anticipez, innovez et soyez créatifs. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci.